Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le bilan culturel du mois de mai. La première œuvre dont je vais vous parler est un livre que je n'ai pas sous la main parce que je l'ai lu en e-book. Il s'agit du dernier roman publié par Jodi Picoult dont je vous ai déjà parlé le mois dernier, qui est mon autrice préférée du monde entier. Je pense que c'est le dernier livre d'elle que je n'avais pas lu. Je le sais parce que j'irai jusqu'au bout de la terre pour chercher un bout de roman que je n'aurais pas lu écrit par elle. J'ai quand même envie de faire une vidéo entière à son sujet parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de choses à dire. Mais ce mois-ci, celui que j'ai lu s'intitule The Book of Two Ways, sorti en septembre 2020. Et d'ailleurs c'est amusant parce qu'il était destiné à sortir des années plus tôt, comme Jodi Picoult l'explique dans ses remerciements. Et en fait, la vie fait que, voilà, mais c'est une bonne chose qu'elle ait persévéré et qu'elle soit allée jusqu'au bout de la publication parce que c'est un vrai plaisir à lire. On raconte l'histoire de Dawn Edelstein, qui est une femme quadragénaire qui vit à Boston avec son mari qui est un physicien quantique, Brian Edelstein. Et ils ont une fille de 14 ans, Merette. Non, pas le soleil! Attendez, on va voir si ça passe un peu. Bon, vous savez quoi, tant pis. Dawn exerce le métier de Death Doula, c'est-à-dire qu'elle accompagne ses patients dans les derniers moments de leur vie, qu'elle leur apporte un soutien aussi bien logistique qu'un soutien émotionnel, psychologique, qu'elle les aide à accomplir leurs derniers souhaits par exemple. Et c'est intéressant de découvrir ce métier à travers les descriptions des rendez-vous avec ses patients, la relation qu'elle entretient avec eux, les différents cas qu'elle peut rencontrer. Par exemple, on explique dans le roman qu'aux États-Unis il n'est pas du tout couvert par tout ce qui est assurance médicale ou le système médical par exemple, parce qu'il n'est pas reconnu comme soin médical en tant que tel, et comme l'accompagnement psychologique en France par exemple. Donc c'est un métier qui en France est arrivé dans les années 2000 puisqu'il y a eu une association professionnelle qui s'est fondée en 2003. J'ai lu quelques articles à ce sujet parce que c'est vraiment un métier étonnant et je pense que peu de gens sont prêts à l'exercer. Donc voilà, j'étais curieuse et je suis allée chercher quelques articles que je vous mettrai en barre d'infos. Mais avant cette vie-là, Dawn n'était pas... Dawn, je suis pas sûre que ça passe assez bien en français, mais elle est d'origine irlandaise dans le roman. Dawn faisait des études d'égyptologie à l'université de Yale et se rendait chaque été sur des chantiers de fouilles dans le cadre de leur formation. Le roman est donc construit sur des lignes temporelles parallèles avec des chapitres consacrés à la vie de Dawn à Boston, sa vie installée avec son mari, sa fille, où tout n'est pas tout beau tout rose évidemment, et d'un autre côté des chapitres consacrés à la jeunesse de Dawn en Égypte, quand elle était passionnée par ses études et quand elle a rencontré le grand amour de jeunesse qu'elle a dû quitter du jour au lendemain à cause d'un événement familial survenu aux États-Unis et entraînée par le cours des événements de la vie du quotidien. Elle n'est finalement jamais retournée en Égypte et jamais retournée dans les bras de son bel et faible et amour de jeunesse. Le roman s'ouvre sur un crash d'avion dont Dawn sort parmi les rares survivants. Et cet événement dramatique évidemment va faire ressurgir son passé et surtout va faire ressurgir tous les regrets de la vie qu'elle aurait pu avoir et qu'elle n'a pas eu, ou des choses inachevées qu'elle a laissées derrière elle en Égypte et où elle n'est jamais retournée depuis 15 ans. Et donc c'est ce qu'elle va faire, elle va retourner à la conquête de ce passé sans bien savoir les réponses qu'elle cherche. Et bon bah voilà, crise existentielle, etc. etc. Premier point fort de ce roman, c'est que, bon, d'abord il est extrêmement bien écrit et les personnages sont très crédibles, comme toujours chez Jodi Picoult, mais il est aussi très bien construit avec cette construction sur différentes lignes temporelles qui finissent par se rejoindre à un moment du roman. Et deuxième gros point fort, ça aussi c'est souvent quelque chose qu'on retrouve dans ces romans, c'est qu'on y apprend des trucs de fou sur le sujet concerné. En l'occurrence, là c'est principalement l'égyptologie. On est vraiment immergé dans cet univers avec les docteurs en égyptologie, les étudiants, l'univers sur les chantiers de fouilles. On découvre les outils utilisés, l'évolution du métier d'archéologue aussi avec
l'arrivée du numérique. Jodi Picoult est extrêmement bien documenté, on le comprend non seulement à travers ses écrits mais aussi dans ses remerciements. C'est un peu pour moi c'est la Zola du 21e siècle. Elle se documente à fond sur les sujets dont elle traite. On tourne une page et on apprend un truc, ça peut être aussi sur la physique quantique, et ça passe crème dans les propos des personnages, dans la manière dont se déroulent les scènes, et vraiment, moi je trouve que c'est impressionnant pour un auteur d'avoir pu creuser autant de sujets et d'en faire des histoires aussi passionnantes. Là en l'occurrence, je crois que c'est le fils de Jodi Picoult, si je dis pas de bêtises, qui est, si ce n'est égyptologue, quelque chose en lien avec ce monde-là, parce que c'est lui qui lui a fourni beaucoup d'informations. Je crois qu'elle s'est rendue en Égypte aussi, et puis elle a interrogé différents professionnels pour pouvoir monter ses intrigues. On a aussi des propos sur l'histoire, la spiritualité, la mythologie égyptienne, sur les histoires racontées sur les murs de certaines chambres funéraires qui existent réellement et qui ont véritablement été découvertes, les hypothèses qui ont été amenées par différents experts qui ne sont pas d'accord entre eux, et on a même des planches de hiéroglyphes insérées dans le roman, c'est vraiment les transcriptions hiéroglyphiques qu'on a sous les yeux, et je trouve ça hyper intéressant. Et à côté de l'égyptologie, on a plein de petits sujets par-ci par-là, petits dans le sens où on passe rapidement sur le roman, ça concerne un personnage secondaire ou un événement particulier. Pour tout ce qui concerne les théories du mari de Dawn, Brian Edelstein, qui est un physicien quantique, Jodi Picoult s'est inspiré de lectures de NBC News pour la maladie, alors je sais pas comment elle a traduit, Oppositional Defiant Disorder. Aucune idée. Elle s'est inspirée d'un couple, alors je sais pas si c'est un couple de parents ou un couple de docteurs pour la science des larmes, docteur Claire Phillips, pour décrire un crash d'avion le plus réel possible. Elle a encore eu recours à 4 personnes dont on ne donne pas la fonction, mais voilà, peut-être du personnel navigant. Enfin en tout cas, si vous regardez le author's note à la fin ou les remerciements, je pense qu'il y a plus de 20 ou 30 personnes auprès desquelles elle est allée creuser tel ou tel sujet pour construire voilà, un roman hyper dense et hyper intéressant. Et pour vous encourager à lire ce roman si vous n'êtes pas encore convaincu, j'avais envie d'évoquer quelques thèmes qui peuvent être, qui font réfléchir sur sa propre expérience, comme c'est souvent le cas chez Jodi Picoult. On retrouve par exemple des descriptions de l'état dans lequel on est quand on éprouve une tristesse infinie et notre incapacité de prendre les mêmes décisions qu'on pourrait prendre quand on est en possession de tous nos moyens et dans notre état normal. Et ça, c'est un thème qui est important dans le roman. Si vous le lisez, vous découvrirez pourquoi. Et vous savez ce qu'on dit, don't take life-changing decisions when you're in a bad day. Voilà, ce thème est bien traité. Deuxième point que j'ai trouvé hyper intéressant, pas forcément hyper original, mais on pourra jamais en dire assez sur ce sujet, c'est le regret et l'inachèvement de quelque chose auquel on se sentait destiné. Et troisième thème que j'ai trouvé très inspirant, c'est celui de la vérité des sentiments. En fait, le roman, selon moi, pose la question, faut-il être sincère à propos de ses sentiments à tout prix, envers soi-même et envers les personnes de notre entourage, peu importe si la révélation de ces sentiments pourrait faire souffrir les personnes qui nous sont chères, ou faut-il réfréner un sentiment qu'on n'a pas eu l'occasion d'éprouver entièrement sous couvert que il pourrait causer beaucoup de tort. Pour moi, ça revient un peu à la question de savoir si le sentiment est transcendant dans le sens où il dépasse les situations et nous, petits êtres humains, on n'a pas tellement notre avis à donner sur le fait qu'on doit choisir ou non de cacher ou de vivre ce sentiment, ou est-ce qu'au contraire, on considère que c'est nous qui sommes maîtres et acteurs de nos sentiments et donc on décide ce qu'on en fait et on les soumet en fait à la vie qu'on a décidé de mener. C'est une question que je m'étais pas forcément posée en ces termes-là avant de lire ce roman et elle est honnêtement pas si facile que ça à résoudre, je trouve. Si vous avez réussi, bravo.
Donc, suite à ce roman, j'ai replongé dans le fantasme de l'Égypte antique qu'on a tous vécu, je pense, dans notre enfance. Je pense que tout enfant, à un stade de son développement, rêve de devenir archéologue, égyptologue, d'aller visiter les pyramides, découvrir une momie, se déguiser en momie, enfin... Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant parce que j'ai commencé un autre roman dont je vous parlerai le mois prochain, j'espère, mais qui revient en fait sur l'origine française de cette fascination pour l'Égypte qui en fait maintenant est super répandue, qu'on voit dans les paysages de nos villes, dans l'architecture, dans les mentalités. Donc j'ai commencé par quelque chose de beaucoup plus didactique, un ouvrage qui s'appelle 99 réponses sur l'Égypte antique, écrit par Régine Salva en 2000 aux éditions CRDP, CDDP, Languedoc-Roussillon. Un truc un peu obscur pour moi, je dois dire. Et ce sont, comme le titre l'indique, 99 fiches thématiques qui font chacune une page recto verso. Et on retrouve des questions plus ou moins spécialisées, par exemple, quelles sont les grandes phases de l'histoire de l'Égypte? Pourquoi la pierre de Rosette est-elle un document fondamental? Y a-t-il eu des reines pharaons? Pourquoi et comment l'obélisque? Les dieux des Égyptiens étaient-ils nombreux? Quels animaux peuplaient l'Égypte antique? L'agriculture, enfin des trucs voilà, assez variés. Qu'appelle-t-on le livre des morts, dont on parle dans le roman de Jodi Picoult par exemple. C'est agréable à lire. Si c'est un sujet qui vous intéresse, franchement c'est un bon ouvrage, donc je vous le recommande pour les passionnés d'égyptologie. Le bain de Cléopâtre! Ensuite, au tout début du mois de mai, j'ai regardé le film De rouille et d'os de Jacques Audiard avec Marion Cotillard et Mathias Schoenaerts, je crois qu'on prononce comme ça, qui est sorti en 2012 et qui, je m'en souviens, avait fait beaucoup parler à sa sortie au cinéma, du fait de l'émotion visiblement qu'il provoquait, un film magnifique. Je suis contente de l'avoir vu, mais vous l'aurez compris, j'ai été un peu déçue, enfin, c'était pas à la hauteur de ce qu'on m'avait vendu. Je vous rappelle un peu le scénario, si jamais vous ne le connaissez pas. C'est l'histoire de deux personnages, Stéphanie et Ali. Stéphanie est une dresseuse d'orques au Marineland d'Antibes. Elle est jeune, elle est belle, elle est visiblement sûre d'elle, même si on connaît pas trop sa vie. Ali est originaire du nord de la France. Il est sans domicile et sans travail. Il a un fils de 5 ou 6 ans et il passe son temps sur les routes avec lui et il vole pour le nourrir. Donc c'est un peu la misère quand même. Et au début du film, il va s'installer à Antibes chez sa sœur et il trouve un travail de vigile dans une boîte de nuit grâce à son passé de boxeur et sa carrure d'athlète. C'est donc dans cette boîte de nuit qu'il rencontre Stéphanie. Un soir, alors qu'elle est seule dans cette boîte, il y a une altercation et il propose de la ramener chez elle. Et ça s'arrête là. Donc voilà, ces deux personnages n'étaient pas destinés à se revoir. Ali lui avait laissé son numéro au cas où elle avait besoin de quelque chose, mais autant dire qu'elle compte absolument pas le rappeler. Et en fait, plusieurs mois plus tard, Stéphanie est victime d'un accident qui lui fait perdre les deux jambes et qui bouleverse toute sa vie. Elle se retrouve handicapée, amputée même, seule, incomprise, et elle finit par appeler Ali, sans même trop savoir pourquoi, qui lui répond, et elle lui demande de venir lui rendre visite, comme un appel à l'aide qui ne dit pas son nom. Donc Ali va venir la voir une première fois. Et puis bon voilà, le film c'est l'histoire de la relation qui va se développer entre ces deux personnages et les gens qu'il y a autour d'eux, notamment le fils d'Ali aussi, et puis la sœur, et puis bon. C'est vrai que sur le papier, l'histoire entre les deux personnages est quand même assez belle, c'est une histoire d'acceptation, de reprise du goût à la vie et de réaffirmation de soi pour Stéphanie. Et pour Ali, c'est bon, un début de carrière dans les combats de boxe clandestins, où il y a des paris de mafieux, et un univers dans lequel va être entraînée Stéphanie aussi. Donc ce film m'ayant quand même laissé un goût un peu amer, je suis allée lire des critiques sur l'internet pour comprendre pourquoi ce film avait reçu autant d'éloges. Franchement, je lui laisse sa chance. Et j'ai trouvé une critique assez intéressante des Inrocks, dans lequel le film est décrit comme un beau film sur la fusion des corps. Je vous en lis une citation.
Le film va s'attacher à décrire minutieusement la relation entre Ali, monstre de plénitude physique, et Stéphanie, beauté amputée. Au départ, partenaires souhaitant combattre leur solitude, Ali et Stéphanie deviennent sex friends, elle pour revenir vers la vie, remettre en marche son corps mutilé, lui pour l'aider et prendre du plaisir. Il n'est pas exclu que dans la psyché d'Ali, comme dans celle d'Audiard, réside une part de fétichisme tordu, voire les scènes de sexe qui montrent Ali s'activer entre des jambes atrophiées. Les effets spéciaux avec Marion Cotillard affublée de moignons sont techniquement stupéfiants. Empoigner une cuisse qui ne se prolonge par aucun genou, mollet, pied. A priori malaisante, ces scènes se révèlent pourtant assez belles, filmées avec douceur et sensualité. Alors, la douceur et la sensualité, faudra m'expliquer où est-ce qu'il la trouve, parce que moi j'ai trouvé ça juste malaisant. Et pas du tout à cause des moignons qui s'évoquent dans la critique, mais juste à cause de la nature du rapport sexuel lui-même, que ce soit avec le personnage de Stéphanie ou les autres femmes qu'on trouve dans le lit d'Ali, mais en fait c'est rarement Ali, qu'on trouve dans des ébats avec Ali dans le roman, c'est juste horrible. Pour moi, c'est des scènes de sexe pas du tout crédibles. Elles sont violentes, on montre les femmes en train de jouir alors que l'homme est vraiment dans sa bulle, en train de se défouler ou de satisfaire sa masculinité toxique. Et encore plus gênant et perturbant, c'est la réaction de Stéphanie après leur première relation sexuelle. Quand Ali, super sûr de lui, beau gosse et tout, genre c'est bon, le devoir est accompli. Genre hyper altruiste quoi le gars, mais bon bref. Il lui demande si c'était bien. Sa réaction franchement, ça passe vite hein, dans le film, j'étais là mais pourquoi personne n'en parle plus? Bref, je vous laisserai aller vous faire votre propre avis. Et le deuxième problème majeur du film selon moi, c'est le problème des orques, dont personne n'a eu l'idée de parler non plus visiblement. Je pensais naïvement qu'après l'accident, on soulèverait un peu la problématique. Il y aurait une remise en question de leur captivité et de leur torture quotidienne communément appelée spectacle aquatique. Mais non. Non, non, non. Donc, j'en profite pour vous rappeler que c'est un problème, que les accidents sont rarement dus au hasard et que ces animaux n'ont rien à faire là. Et parce que ce film est, paraît-il, une histoire d'amour, et c'est vrai, moi-même j'admets que par certains côtés, l'amour qui naît est assez fort, même si... bon bref. Une citation toujours des Inrocks pour terminer cette partie. Entre Ali et Stéphanie s'opère une sorte de mise à égalité des corps, l'un s'abîmant quand l'autre se reconstruit. Le scénario mène presque trop loin cette quête de parité. Dans un ultime rebondissement, Ali subit lui aussi une mise à l'épreuve extrême, qui apparaît artificielle, comme si le stade idéal de l'amour partagé devait passer par une égalité obligatoire dans le trauma. Et ça, c'est vrai que c'est peut-être une opinion assez répandue, même dans l'inconscient collectif. Enfin, moi, c'est un truc qui me fascine, quoi. Le couple et sa capacité à soutenir l'un ou l'autre des partenaires dans les moments hyper difficiles, bah, c'est quelque chose que j'ai pu voir chez mes parents, par exemple, ou d'autres couples, parfois même fictifs, qu'on connaît. Et je sais pas si c'est une partie du couple qui me fait rêver ou si c'est plus déprimant qu'autre chose. Enfin bon, voilà. Moi, ça m'a un petit peu questionné sur ce sujet-là aussi, ce film. J'ai regardé un deuxième film, c'est le film Une affaire de famille de Kore-eda, sorti en 2018 et dont le titre original en japonais se traduit par La famille des vols à l'étalage et en anglais Shoplifters. C'est donc le 13e film de Kore-eda. Et c'est un film qui a gagné la Palme d'Or du Festival de Cannes l'année de sa sortie en 2018. Si vous avez vu mon bilan culturel du mois d'avril, vous savez que j'ai regardé mon premier film de Kore-eda et a fortiori premier film japonais le mois dernier, c'était le film Afterlife. Donc c'était un peu un hasard que j'en regarde un second ce mois-ci, mais encore une fois c'est parce qu'il a été rendu disponible sur Arte et surtout c'est parce que ma mère a commencé à le regarder un soir, donc on l'a regardé ensemble, ce qui est genre hyper rare. Et ma mère a adoré le film, elle m'en a parlé pendant plusieurs jours qui ont suivi. Pour ma part, j'ai préféré quand même Afterlife, peut-être parce que les thèmes qui sont abordés me touchent davantage, mais
Une affaire de famille, c'est un film qui m'a permis de découvrir une nouvelle facette de Koreeda, la facette plus politique, puisque dans ce film, il s'oppose visiblement, d'après ce que j'ai lu, à la politique économique menée par le gouvernement de Shinzo Abe, et c'est une critique qui a porté un petit peu à débat au Japon. Dans ce film, on suit le quotidien d'un groupe de personnes qui vivent à Tokyo sous le même toit. Le logement, qui est un logement assez pauvre, appartient à une dame âgée qui s'appelle Hatsue Shibata et qui touche une pension de la part des enfants de son ex-mari. Et sa manière de gérer cet argent qu'elle gagne sans travailler énerve un peu les autres habitants du foyer. À commencer par le couple qui structure aussi un peu cette drôle de famille, qui est composé de Osamu, l'homme qui travaille sur un chantier de construction et qui se casse la jambe au début du film sans pouvoir toucher des indemnités, et l'épouse qui s'appelle Nobuyo, qui travaille dans une blanchisserie et qui perdra son travail à temps plein à cause d'une réduction de personnel qui obligera les employés à partager leurs heures. J'ai super soif! Ensuite, il y a Aki, une jeune fille ou très jeune femme qui travaille dans un peep show et hostess club. Et il y a Chota, un garçon entre 10 et 12 ans. Et ce garçon est emmené quotidiennement par Osamu dans des vols à l'étalage pour nourrir la famille. Et c'est en rentrant d'une de ses petites sorties, un jour, qu'il tombe sur une petite fille visiblement maltraitée par sa famille et qu'il décide de la recueillir dans leur foyer. Et quelques jours plus tard, il découvre que cette petite fille, Yuri, est bien sûr recherchée par la police et aussi qu'elle vient d'une famille aisée, donc il décide de lui couper les cheveux, de lui donner un nouveau prénom et de la cacher pour d'abord ne pas passer pour les personnes qui l'auraient enlevée contre une demande de rançon, et ensuite pour protéger la petite fille aussi pour ne pas qu'elle retourne chez des parents qui la maltraitent. C'est d'abord à travers les yeux de la petite fille Yuri qu'on découvre le quotidien de ce foyer, les liens qui unissent les différents habitants entre eux, des liens assez étranges mais forts, et l'empathie qu'ils vont collectivement ressentir pour Yuri et qui va les unir encore plus. Et toutes les façons aussi dont ils survivent à l'exclusion sociale, c'est la partie un peu plus politique du film qui encore une fois ne dit pas son nom mais qui est là. C'est un film qui est parfois émouvant, assez fort et parfois drôle. Pour moi c'était pas le film de ma vie, mais visiblement il a quand même beaucoup plu, il a même gagné une palme d'or, donc pareil, je sais pas, j'ai dû passer à côté de quelque chose. J'ai bien aimé mais sans plus. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ensuite, on va parler un petit peu presse. J'ai lu le dernier numéro de Questions Internationales, qui est un magazine bimensuel, donc c'est le numéro de mars-avril 2021, sur l'Inde, une puissance singulière. En plus, j'étais trop fière de moi parce que je l'ai acheté en kiosque, c'est hyper vintage pour moi. Mais je l'ai lu après avoir vu un documentaire, je vous laisse deviner, d'Arte, encore une fois, sur l'Inde de Modi. Je m'intéresse beaucoup à l'Inde. De manière un peu sporadique, hein, voilà, j'ai mes phases aussi où je me dis tiens ça fait longtemps que je suis pas allée me renseigner sur ce qui se passe en Inde en ce moment. Nous étions dans une de ces phases là, donc j'ai regardé d'abord le documentaire et j'ai eu envie d'aller plus loin sur certains sujets, ce que m'a très bien permis ce Question Internationale. Pour moi c'est du journalisme de très grande qualité, d'ailleurs c'est pas forcément du journalisme pur et dur puisque je sais pas trop comment ils s'organisent, mais en gros c'est des dossiers d'une dizaine de pages chaque fois, parfois un peu plus, qui sont écrits par des chercheurs, parfois chercheurs du CNRS, on va y arriver, ou d'instituts de recherche, enfin divers et variés, mais des gens qui connaissent leur sujet et qui ont un thème de recherche de prédilection, quoi. On a aussi des graphiques très intéressants, les photographies sont très belles aussi, le papier, c'est bête, mais est très agréable aussi, c'est du papier de belle qualité. Donc pour moi même le magazine est un bel objet qui se garde, c'est pour ça que j'aime bien Questions Internationales. Là on a affaire à 10 dossiers sur l'Inde contemporaine, évidemment on invoque aussi son histoire, son passé pour éclairer le présent, je ne vous apprends rien. On a un dossier par exemple sur l'émergence de la démocratie ethnique de droit, qui est un vrai problème en Inde. En ce moment, depuis l'élection de Modi en fait, et encore plus depuis sa réélection en 2019, là c'est bon, il s'est lâché, il se retient plus. C'est quand même assez inquiétant, hein. Et l'Inde, ce qui est hyper intéressant de comprendre à travers les dossiers, c'est qu'elle bénéficie d'un statut
et d'un prestige international qui est lié à son non-alignement dans les années 50, à sa posture de neutralité, alors qu'en fait là, elle est maintenant une puissance militaire, elle a l'arme nucléaire depuis quelques années. Enfin, c'est pas du tout la puissance pacifiste dont on pouvait avoir l'image dans les dernières décennies, la nation du yoga également, puisque Modi, quand il a été élu la première fois, je crois, avait organisé une journée internationale du yoga, je sais pas si vous vous souvenez, et ça encore, c'est un élément de soft power, mais un élément de soft power bien choisi, parce que ça donne une image de l'Inde qu'on associe inconsciemment au gouvernement, aux actions internationales de l'Inde, et en fait l'Inde ne passe pas son temps à faire du yoga quoi, et puis surtout pas les membres du gouvernement. Je pense qu'ils peuvent peut-être le faire le matin, mais faites du yoga, c'est très bien, mais méfions-nous de l'instrumentalisation du yoga et de ses préceptes pour les appliquer à d'autres domaines de manière un peu factice. On a aussi un dossier sur la politique étrangère de l'Inde et sa volonté d'autonomie stratégique qui a constitué un vrai tournant aussi dans la politique étrangère indienne ces dernières années, qui a toujours été assez présente, mais que l'Inde a peut-être enfin les moyens de développer à la hauteur de ce qu'elle souhaite. Un dossier sur justement la puissance militaire de l'Inde, un dossier sur l'Inde et la Chine, les conflits frontaliers et l'effondrement de la confiance entre ces deux États, ce qui est un sujet très intéressant aussi. Un dossier sur la démographie indienne, dont on ne parlera jamais assez, une trajectoire économique heurtée, la minorité musulmane, l'Inde face aux défis environnementaux, hyper intéressant aussi, et enfin le cinéma indépendant, foisonnant et créatif de l'Inde. Si vous êtes un fan de Bollywood comme moi, c'est un dossier qui termine sur une très bonne note. Et enfin, dernière partie de ce bilan culturel, ce sont les podcasts qui reviennent en force ce mois-ci. Je me suis remise à en écouter pas mal, mais j'en ai choisi 2 dans cette vidéo parce que ce sont les podcasts soit que j'ai le plus écouté, soit dont la découverte m'a le plus étonnée ou plu. Le premier podcast s'intitule « Change ma vie, outils pour l'esprit ». C'est un podcast de développement personnel hébergé par Clotilde Dussoulier, une master coach certifiée. Je vous arrête tout de suite si vous êtes réticent ou allergique au développement personnel. Il y a des podcasts de développement personnel que je connais auxquels je n'adhère pas du tout. C'est vrai que j'ai un peu de mal avec la mentalité quand on veut, on peut, qui est présente chez certains mais qui ne représente absolument pas l'ensemble du développement personnel. C'est parfois une image un peu faussée qu'on peut en avoir. Donc si vous êtes un peu réticent, je vous encourage à n'écouter qu'un seul épisode de Change ma vie. Même le nom, je trouve qu'il fait un peu gnangnan, mais bon. Le contenu est intéressant, ce sont des épisodes entre 20 et 30 minutes sur des thématiques précises. Et ce que je trouve intéressant de savoir sur Clotilde Dussoulier, c'est en fait qu'elle n'est pas du tout issue de ce milieu à la base. Enfin, je veux dire, personne n'est jamais issu d'un milieu à la base, mais disons qu'elle a plutôt commencé sa présence digitale à travers un blog de cuisine. Et en fait, elle a découvert le développement personnel un peu par hasard et ses prises de passion au point de se former et de le vulgariser à travers son podcast. Ah mais là, on dirait que je suis posée au bar. Et un daiquiri, hein, Oud. Il y a donc 197 épisodes à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Parmi les épisodes que j'ai préférés ou qui m'ont été le plus utiles, ou en tout cas qui me seront utiles j'espère, parce que j'ai pas forcément eu le temps de les appliquer dans ma vie quotidienne, il y a eu l'épisode 168 qui s'appelle l'intelligence et qui rassure pas mal sur la perception qu'on peut avoir de son intelligence. Petit extrait. Pour vous livrer cet éclairage, je vais revenir à l'une des questions d'exploration que je vous ai proposées il y a quelques instants, de vous demander quelle est la pensée que vous avez au sujet de votre propre degré d'intelligence. Dans les autres épisodes que j'ai appréciés, il y a par exemple « À qui appartient votre temps ?», les courbatures de vulnérabilité, la résilience émotionnelle, ceci n'est pas un problème à résoudre, les conseils ne servent à rien, fausses idées sur l'indépendance émotionnelle, s'occuper de ses affaires, et j'ai vu qu'il y avait un épisode sur l'inquiétude, que j'ai pas encore eu le temps d'écouter, mais qui est un sujet qui me concerne pas mal en ce moment, donc je l'ai mis sur ma liste. Ces épisodes ont d'abord l'immense mérite, je trouve, de nous faire nous sentir moins seuls à être concernés par un sujet. On se rend compte que c'est des trucs hyper banals et normaux,
Et même s'ils sont normaux, ça peut être un peu handicapant ou chiant, on a envie de s'en débarrasser, quoi. Et changer, ça veut pas dire devenir une nouvelle personne, ça veut juste dire se libérer des lestes qui nous empêchent de poursuivre ce qu'on veut vraiment. J'espère que je sonne pas trop comme une coach de développement personnel, là. Et encore, c'est un métier très noble, hein. Heureusement qu'il y a des gens qui le font. Il est temps que nous ayons une meilleure vision de cette activité-là. Et deuxième mérite de ces épisodes, c'est qu'on comprend qu'en fait il y a des outils et des techniques tout bêtes qu'il faut connaître et qu'il faut tester avant de dire qu'on ne changera jamais, que notre vie est comme ça et que c'est comme ça. Et deuxième podcast dont j'ai choisi de vous parler, c'est le podcast Manger, tout simplement, qui est un podcast de Louis Média, qui est un média que j'adore, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Et Manger est hébergé par la journaliste Célia Caillo, qui invite divers invités. Je trouve que c'est un podcast intéressant parce qu'on va pas se le cacher, tout le monde aime manger et aime encore plus parler de manger, j'ai l'impression. Moi qui ai eu des TCA, donc voilà, il y a toujours quelques séquelles par-ci par-là, qui sont pas dramatiques dans mon quotidien, mais c'est un peu chiant, ça m'aide aussi à dédramatiser ce sujet, d'explorer différents aspects de ce que veut dire manger. Et le petit pitch du podcast, justement, est décrit de la manière suivante. Pourquoi mange-t-on de la façon dont on mange ? Qu'est-ce que cela dit de notre société ? Les Français parlent beaucoup plus de nourriture que le reste du monde, en particulier à table. Les Brésiliens en parlent beaucoup aussi, je tiens à le dire, d'après ce que j'en connais. Manger alimente ces conversations et cuisine nos habitudes alimentaires. Le premier épisode que j'ai écouté s'appelle « Pourquoi aimons-nous manger toujours la même chose ?» Je sais plus exactement qui est l'invité, mais en fait on revient à la préhistoire et aux origines de l'humanité, aux mécanismes destinés à préserver l'espèce. Et on se rend compte que c'est un truc vraiment très collectif. Dans les autres épisodes que j'ai bien aimés, non, manger des carottes ne vous rendra pas aimable. Moi, ma mère me disait que ça donnait les fesses roses, surtout. Ça donne pas non plus les fesses roses, je vous rassure. Pourquoi avez-vous honte de manger seul ? Sachant que moi, c'est plutôt la problématique inverse que je rencontrais au pire de mes TCA, et c'est un truc hyper répandu malheureusement. D'où vient votre dégoût du fromage ? Tous les Noirs aiment le poulet. Pourquoi devrait-on aimer cuisiner ? Pourquoi continue-t-on à faire des régimes ? C'est intéressant de revenir sur l'histoire des régimes et quelles ont été les raisons et les intérêts derrière leur diffusion à grande échelle. Peut-on jouir en mangeant ? Est-ce qu'on arrêtera un jour de manger à table ? Pourquoi fait-on la queue 2 heures pour manger une pizza ? Etc, etc, etc. Il y a quand même pas mal d'épisodes, une trentaine je pense. Comme tous les podcasts de Louis Média, c'est hyper agréable à écouter, je trouve que c'est hyper fluide, on est emmené dans la discussion, la qualité du son est formidable. Donc voilà, je vous recommande le podcast Manger de Louis Média pour tous les petits foodies parmi vous. Et avant de nous quitter, je vous recommande, c'est un épisode spécifique, encore une fois chez Louis Média, mais d'un podcast dont je vous ai déjà parlé encore une fois, c'est la série Travail en cours. Et j'ai écouté un épisode ce mois-ci. Cet épisode s'appelle Mohamed Kevin Claire, comment votre prénom influence votre trajectoire professionnelle. À méditer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire en partageant vos découvertes de ce mois-ci ou en réagissant aux œuvres dont j'ai parlé, si vous les connaissez ou si elles vous ont donné envie de les découvrir. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ah, il y avait celui-là aussi, parlant de Bitcoin. Bon, j'en parlerai le mois prochain. Just heard of the Shorty George, got word of the Shorty George. Seems that it's a kind of jig, named for someone about so big.